j'arrivais au Technopôle des Roches à 4h45 précise. Comme chaque foutu jour de semaine, poussant mon chariot de nettoyage sur des dalles de pierre polies qui semblaient plus coûteuses que mon appartement entier. Les serpillières grinçaient fort dans le silence, se mêlant à l'odeur d'agrumes et de café brûlé de la veille. J'aimais cette heure. L'endroit était désert, et pendant une minute, je n'avais pas à penser aux factures, aux avocats, ou à savoir si j'étais en train de foirer l'éducation de mon fils. Marcel Dubois, le gardien de nuit, traînait les pieds avec son thermos cabossé et cette vieille chevalière de la Légion étrangère qu'il tournait toujours comme si elle lui donnait des super-pouvoirs. Il me souriait à travers sa moustache blanche et disait « Tu rentres jamais chez toi, Victor ?» Je lui ai rendu un rire fatigué. Après avoir préparé le déjeuner de Jules et l'avoir déposé à l'école, je revenais pour terminer les 3e et 4e étages. J'avais 42 ans, au moment de l'histoire que je vous raconte. J'habitais aux abords de Chambéry, dans une petite commune de Savoie. Veuf. Cela me semble encore un mot emprunté. Ma femme, Clara, est morte dans un accident qui n'aurait jamais dû arriver. Elle avait emprunté une vieille moto de collection, une Norton Commando de 1970, appartenant à un client de l'atelier de restauration où elle travaillait. Elle a été fauchée par un chauffard ivre qui a grillé un feu rouge. Elle a fait un écart, a percuté un pylône, fini, comme ça. Le propriétaire de la moto, un certain Armand Delacroix, un collectionneur richissime, a affirmé qu'elle n'avait pas eu la permission. L'assurance a fait ce qu'elle fait. Hausser les épaules. Ses avocats m'ont envoyé une demande de dommages-intérêts comme si je devais tout avaler et dire merci. 142 000 €. J'ai toujours la lettre, dans un dossier, au fond du placard, sous les draps de rechange. Les gens pensent que les hommes ne craquent pas. On craque, mais on le fait en silence. Je n'avais pas le temps de m'effondrer. Jules avait 9 ans. Il avait besoin de stabilité. Et je n'allais pas le confier aux parents de Clara pour qu'il l'élève comme une poupée de porcelaine en lui disant que son père ne pouvait pas faire face. Je comptais chaque euro, chaque minute. Je m'assurais que personne ne puisse dire que je ne faisais pas d'efforts. J'étais ébéniste d'art jusqu'à ce que mon entreprise fasse faillite il y a 5 ans. Un dossier mal géré. Le chômage a vite épuisé mes ressources, alors j'ai pris des contrats de nettoyage par l'intermédiaire d'une agence. Pas sur la masse salariale directe de l'entreprise. Mon badge ne portait même pas mon nom, juste prestataire. Je travaillais sous le radar des ressources humaines, nettoyant des sanitaires que les employés à temps plein refusaient de toucher. Et j'apprenais seul la gestion de bases de données et les scripts Python, grâce à des tutoriels en ligne pendant que Jules dormait. Une fois les bureaux vides, je volais 30 minutes dans une salle de conférence avec un vieux portable donné et un signal Wi-Fi poussif. Je me cassais la tête sur le code jusqu'à ce que quelque chose colle. Ça ressemblait à creuser dans une congère avec une cuillère. Élodie Bertrand dirige le complexe, grande, vive et efficace de cette manière qui vous donne l'impression que votre vie entière est désorganisée. Son assistante, Camille Laurent, est l'opposé. Jolie, suffisante et allergique au contact visuel avec quiconque porte un balai. Si je ratais une miette près de son bureau, elle la désignait du doigt comme si elle s'apprêtait à déposer une plainte. Vers 7h ce matin-là, Élodie est sortie d'une réunion et m'a interpellé près de l'évier du couloir. « Barbecue annuel du personnel samedi », a-t-elle dit, repoussant une mèche de cheveux de son visage. « Vous faites partie de l'équipe, bon Victor. Amenez Jules si vous voulez. » J'ai hoché la tête, essuyant mes mains sur mon pantalon. « Merci, j'y réfléchirai. » Elle a souri, polie, pas chaleureuse, et est partie. Marcel m'a surpris appuyé sur le manche de ma serpillière 10 minutes plus tard. Je lui ai raconté ce qu'Élodie avait dit. « Tu y vas ?» a-t-il demandé, déchirant l'emballage de son sandwich. « Probablement pas. Je ne pense pas que son assistante me veuille, près des croissants. » Marcel a reniflé et m'a tendu la moitié de son jambon fromage. Ne lui donne pas tes pouvoirs. J'ai pris le sandwich, sans discuter. Mon téléphone a vibré, 3 messages vocaux de l'avocat d'Armand Delacroix. 2 de la mère de Clara, à propos de la nouvelle veste de Jules. J'ai gribouillé « barbecue » sur un post-it et l'ai collé dans mon portefeuille. Je me suis dit que j'irais 1 heure, resterais en marge et disparaîtrais
avant que quiconque ne me remarque. Le samedi est arrivé, chaud et lourd, comme si le printemps avait quelque chose à prouver. Le champ derrière le bâtiment administratif était à moitié tondu et déjà parsemé de chaises pliantes, de briques de jus et de quelques tentes pop-up d'entreprise. Comme si c'était un événement majeur. Jules a jailli dès que nous avons touché l'herbe, ses baskets projetant de la boue derrière lui comme des missiles. Il a poursuivi un groupe d'enfants vers une pente verdoyante tandis que je restais en retrait près de la table d'eau, les yeux levés mais discrets. Je ne parlais à personne à moins qu'on ne me parle en premier. Je ne traînais pas près de la tente des RH ni de la file d'attente des saucisses. Je gardais mes mains dans les poches de ma veste et cherchais Jules toutes les minutes ou deux. Je ne sais pas si les gens ne me remarquaient pas ou s'ils s'en moquaient. Dans tous les cas, ça marchait. Élodie est arrivée une demi-heure plus tard, en retard, dans un t-shirt gris ample et un jean qui la faisait ressembler plus à une mère de famille qu'à la directrice de quoi que ce soit. Elle m'a salué d'un geste de la main en passant, souriant comme si nous partagions une blague secrète. Les badges nominatifs sont dans la voiture, a-t-elle dit, et elle a confié son petit garçon, Lucas, à Camille, sans ralentir. 2 minutes. Pouvez-vous le tenir ? Bien sûr, a dit Camille sans regarder, déjà plongée dans une conversation avec un couple de commerciaux dont je ne connaissais pas les noms. Elle avait une main sur son café glacé, l'autre agitait pendant qu'elle riait, à quelque chose qui, j'en étais sûr, n'était pas drôle. Son dos était tourné vers la poussette. 2 minutes ont passé, puis 3. J'ai vu Lucas se défaire des sangles de la poussette comme un pro. Le gamin avait probablement fait ça des centaines de fois. Camille n'a rien remarqué. Elle riait plus fort maintenant, peut-être pour montrer à quel point elle était détendue. Lucas a glissé, ses pieds ont touché le sol mou, et il a détalé droit vers la lisière des arbres. Je l'ai vu virer vers un chêne ombragé au bord du terrain, juste après les tables pliantes. C'est à ce moment-là que j'ai vu le sanglier. Une bête sale, les côtes saillantes, fouillant le sol comme s'il cherchait un trésor enfoui. Ce n'était le cheptel de personne, c'était clair. Juste un animal sauvage qui s'était trop approché de l'odeur des grillades. Lucas a crié « Cochon !» Et c'est là que mon estomac s'est noué. Je n'ai pas réfléchi, j'ai couru. J'ai parcouru la distance en quelques secondes, mais pas assez vite. La seconde où Lucas a tendu la main, le sanglier s'est raidi, les oreilles en arrière, le corps prêt à bondir. J'ai plongé entre eux juste au moment où l'animal chargeait. J'ai attrapé Lucas sous les bras, l'ai soulevé, me suis retourné, le dos face à la bête. La première morsure a atterri dans mon mollet, profonde, brûlante, des crocs comme des lames. J'ai grogné et essayé de pivoter, de protéger l'enfant. La deuxième morsure a frappé plus haut, a déchiré ma manche, a accroché la chair de mon avant-bras. J'ai crié, non pas de douleur, mais parce que j'avais besoin que la foule sorte de son pique-nique d'entreprise et remarque que nous avions un sacré problème. Avez-vous déjà vu un champ entier de personnes se figer ? Cela a semblé au ralenti pendant une seconde, des regards vides, des verres suspendus en l'air, puis le chaos. 2 gars de la maintenance ont sprinté comme des secondes lignes de rugby. L'un d'eux a crié et a lancé une bouteille d'eau sur le sanglier, qui a reculé et s'est enfui vers le ruisseau en bordure du terrain. Lucas s'est mis à hurler dans mes bras, non pas à cause de la morsure, je ne pense pas, mais à cause des cris et du bruit soudain. Élodie est arrivée vite, les cheveux au vent. Elle a attrapé Lucas, l'a examiné de la tête aux pieds. « Il va bien », a-t-elle soufflé. Puis ses yeux sont tombés sur ma jambe et son visage est devenu livide. Le sang imbibait mon jean au mollet et ma manche. J'ai essayé de faire un signe de la main, disant « c'est bon », mais je mentais et elle le savait. « Non », a-t-elle claqué, attrapant déjà mes clés dans ma poche. « Donnez-moi l'adresse. Nous n'attendrons pas une ambulance. » L'instant d'après, j'étais sur le siège passager de son SUV, une serviette enroulée autour de ma jambe. Lucas attaché à l'arrière, s'accrochant à ma chemise comme à une bouée de sauvetage. Élodie conduisait comme si elle avait déjà fait ça. Virage serré, voix calme, pas de panique. Nous sommes arrivés aux urgences 10 minutes plus tard. Un rappel anti-tétanique, protocole anti-rabique, des points de suture sur l'avant-bras, une ligne propre, 10 points. Le mollet avait besoin d'un bandage compressif et d'une observation pour détecter d'éventuels dommages tendineux. J'ai serré les dents, mais mes yeux se sont embués quand l'infirmière a nettoyé les plaies,
Ça brûlait comme le feu. Élodie n'est pas restée assise une seule fois. Elle faisait les 100 pas dans un coin. Lucas, endormi sur son épaule. Toutes les 5 minutes, elle disait « Merci encore », comme une boucle. Je lui ai finalement dit d'arrêter. « C'est votre enfant. Vous auriez fait la même chose. »« Peut-être, » a-t-elle dit, « mais vous l'avez vraiment fait. Ça compte davantage. » Avant que nous partions, Lucas a fouillé dans sa poche et m'a tendu un petit dinosaure en plastique bleu. Il n'a pas dit un mot. Il l'a juste déposé dans ma main, comme si c'était sacré. Je l'ai gardé un moment, le nez toujours éraflé. Le lendemain, Élodie est apparue à mon appartement avec un carton et un sac en papier d'une épicerie fine. Elle n'a pas frappé comme une invitée. Elle a juste tapé 2 fois et est entrée comme si nous nous connaissions depuis 10 ans. Dans le carton, il y avait une veste de travail bleu marine, taillée juste assez pour ne pas être bon marché, assez simple pour ne pas paraître emprunté. Je l'ai tenue en l'air et j'ai dit « Je pousse une serpillière, Élodie. Où diable pourrais-je porter un truc pareil ?» Lucas a pipé derrière elle, très sérieux. « Pour la pizza ?» J'ai ri si fort que mes poings de suture ont tiré. C'était la première fois depuis 1 an que je riais comme ça. Je ne voulais pas, c'est juste arrivé. Ça faisait du bien. Étrange, dangereux, de cette manière pleine d'espoir à laquelle je ne m'autorisais pas à succomber. Elle n'a pas essayé d'expliquer le cadeau. Elle a juste dit « Vous aviez l'air d'avoir besoin de quelque chose qui vous aille. » Je n'ai pas discuté. Écoutez, je ne suis pas un pauvre type en attente d'une aumône. Je ne romantise pas la gentillesse. J'ai vu ce que les gens font quand les lumières s'éteignent et que personne ne regarde. Mais quelque chose a changé ce jour-là. L'air entre Élodie et moi s'est réchauffé. Pas de manière aguicheuse, pas encore, juste réel. Comme si j'avais cessé de faire partie du décor. Quelqu'un au travail m'avait regardé dans les yeux et avait vu plus qu'un uniforme et une liste de tâches. Et vous pouvez appeler ça rien si vous voulez. Mais pour moi, ce moment a été le début de tout ce qui a suivi. Camille n'a même pas freiné. Sa voiture a quitté le parking comme si quelqu'un lui avait mis le feu au cul. Jules s'est tourné vers moi sur la banquette arrière et a dit « Elle n'aime pas les nouilles, papa ?» J'ai juste souri et les serré plus fort. Le lendemain matin a eu l'air d'une embuscade. La moitié du service administratif s'est déclaré malade de la grippe. Et le bureau avait cette étrange ambiance de calme à moitié, comme si quelque chose de mal était sur le point d'arriver. Je changeais les sacs de l'aspirateur quand Élodie est apparue derrière moi, sa tablette à la main, son blazer encore à moitié déboutonné. Elle a tapoté le chariot et a dit « J'ai besoin de quelqu'un qui sache écouter, imprimer et ne pas se comporter comme un fournisseur idiot en réunion. Pouvez-vous y assister ?» J'ai jeté un coup d'œil à ma chemise de travail. Je peux, mais j'ai l'air d'avoir perdu un pari. Elle a tiré une enveloppe à fenêtre de son dossier et l'a glissée vers moi, comme si elle transmettait des documents classifiés. Mon chauffeur est en bas. 10 minutes pour enfiler la veste. J'ai couru chez moi plus vite que je ne l'avais fait depuis des mois. J'ai pris une douche en 5 minutes. J'ai sorti une chemise propre du cintre et j'ai lutté avec ma seule cravate jusqu'à ce que Jules entre avec un bol de céréales et dise « Tu as l'air de t'étouffer, papa. »« Tu n'as pas tort, » ai-je dit, et il a ri si fort qu'il a aspergé des céréales. Quand je suis revenu, les fournisseurs s'installaient déjà dans la salle de conférence du 10e étage. Ordinateurs portables ouverts, classeurs à portée de main. L'un d'eux demandait le Wi-Fi, comme si c'était chez lui. J'ai pris le siège le plus éloigné, 2 bloc-notes devant moi, stylo en main, comme si j'y avais ma place. Je n'ai pas dit un mot pendant les 20 premières minutes. J'ai juste écouté, observé. Il souriait trop, se qualifiait de partenaire. Comme s'il célébrait mon impact. Déjà les chiffres de la page 6 semblaient meilleurs qu'ils n'auraient rendu. La section sur la propriété des données semblait légère, un peu trop indulgente pour un contrat de cette envergure. Je l'ai trouvée enfouie dans le jargon juridique de la clause 7.4, quelque chose à propos de droits dérivés perpétuels, post-résiliation. J'en savais assez pour savoir que cela signifiait qu'il pouvait rapprendre tout ce que nous construirions ensemble et le garder pour toujours. Même si l'accord prenait fin, je n'ai pas parlé, je n'ai pas levé la main, j'ai juste écrit sur un post-it.
La clause 7.4 leur accorde des droits dérivés perpétuels. Même après la fin du contrat, cela s'applique à tout pilote. Je l'ai glissé à Élodie, comme si nous étions de retour en seconde et que je passais une anti-sèche. Elle l'a lu, a cligné des yeux une fois et a demandé d'un calme mortel. « Pouvons-nous faire une pause ? Il y a une clause ici. Je voudrais revenir sur la 7.4. Quelle est la portée de l'utilisation dérivée et s'étend-elle après la résiliation ?» On a senti l'ambiance changer dans la pièce. Les fournisseurs se sont regardés. L'un de leurs avocats a éclairci sa gorge et a dit « C'est un langage standard, assez courant pour ce type d'accord. » C'est la phrase que l'on utilise quand ce n'est pas standard, a répliqué Élodie sans ciller. Ils ont proposé de la supprimer. Puis 2 pages plus loin, l'un d'eux a glissé une clause miroir avec une formulation légèrement modifiée. Élodie l'a repérée aussi, l'a coupée court avec un sourire qui aurait pu trancher du verre. Après la réunion, elle m'a pris à part dans le couloir, entre le distributeur automatique et le bureau des finances. « Comment avez-vous vu ça ?» a-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. Je lis beaucoup de contrats en ligne, des forums, des tutoriels. Je dois entraîner mon cerveau pour quelque chose qui paie plus que l'eau de Javel et la cire. Elle n'a rien dit pendant un instant, a juste hoché la tête comme si elle rangeait quelque chose. « Et si vous dîniez avec Lucas et moi ce soir, pour vous remercier ? Je dois aller chercher Jules à la garderie avant 17h30. Ensuite, on prend les 2 enfants, des nouilles pas chères, pas un endroit avec des serviettes en tissu. 20 minutes. Nous avons atterri dans un petit restaurant d'un centre commercial vers 18h. Pas de menu, juste un tableau au mur avec les plats du jour et une dame derrière le comptoir qui semblait être là depuis l'ère Mitterrand. Élodie a commandé vite et a ajouté un 2e soda avant que je puisse dire non. Jules et Lucas ont dévoré leur plat de nouilles comme s'il s'agissait d'une course. Mes points de suture me faisaient encore mal et Lucas les a piqués 2 fois avant que Jules ne se penche et chuchote. « Tu dois être doux. Mon papa est un super-héros, mais un super-héros fatigué. » Élodie a souri à cela. Un de ces sourires silencieux qui en disaient plus qu'il n'en montrait. En retournant à la voiture, j'ai vu le véhicule de Camille garé près du trottoir. Moteur tournant, vitres fermées. Elle fixait droit devant elle, les mains agrippées au volant. Puis, elle a levé les yeux. Ses yeux ont glissé vers les garçons, puis vers moi dans la veste. Et elle a démarré en trombe du parking, comme si elle venait de perdre quelque chose d'important. Je suis resté silencieux, mais mon pouls s'est accéléré. Elle en avait trop vu, et j'avais déjà vu ce genre de regard, celui d'une personne acculée et calculatrice. Le lendemain, je repoussai ma serpillière, mais quelque chose semblait différent, comme une porte entr'ouverte. Élodie m'a croisé dans le couloir, m'a tendu un dossier et a dit « Pouvez-vous relire la section des notes internes ? Juste par curiosité, si quelque chose vous interpelle. » Ce n'était pas séducteur, ce n'était pas condescendant, juste respectueux. J'ai pris le dossier, l'ai parcouru cette nuit-là après que Jules se soit endormi, et j'ai trouvé 2 points de données incohérents sur les délais des fournisseurs. J'ai écrit une courte note, l'ai agrafée au dos et la lui ai remise le lendemain matin. « Vous êtes rapide », a-t-elle dit en le feuilletant. « Vous voyez des schémas. » J'ai été fauché assez longtemps pour savoir où les gens cachent des choses, ai-je dit, surtout sur papier. Plus tard dans la semaine, Élodie m'a tendu un dossier recyclé d'une autre réunion et m'a dit « Si jamais vous voulez une vraie place à la table, continuez à faire ça. » Discrètement, alors je l'ai fait. Pas de LinkedIn, pas de changement de titre, juste moi dans ma veste empruntée, tenant la ligne avec un stylo et 2 oreilles, surveillant chaque page pour les failles. Je suis allé directement du vestiaire à la salle de repos et j'ai fixé le distributeur automatique comme s'il allait me dire quoi faire. Ma tête n'était plus en mode nettoyage. Elle était en mode évaluation des menaces, de nouveaux chiffres, de nouveaux angles et une voix familière dans ma tête me rappelant que je n'avais pas le droit de cligner des yeux. Quand je suis rentré ce soir-là, Jules dormait déjà. Madame Duval, ma voisine d'à côté, lui avait préparé un croque-monsieur et avait laissé une note disant qu'il avait demandé 2 fois si j'allais bien. J'ai enjambé une pile de factures et j'ai trouvé une enveloppe rouge tamponnée sur le sol, juste à l'intérieur de la porte. Pas d'adresse de retour.
juste des bords nets et une odeur coûteuse. Je l'ai ouverte avec un couteau à steak. Demande finale, 145 500 €. Maintenant, avec les frais de stockage et d'évaluation, comme si garer une voiture accidentée dans un garage climatisé rendait ce cirque plus légitime. J'ai appelé le numéro tout de suite. Je suis tombé sur un jeune associé qui avait l'air d'avoir passé le barreau la semaine dernière. J'ai dit « Elle a payé ça. Elle a été percutée par un chauffard ivre à un feu rouge. Vous le savez, n'est-ce pas ?» Il a répondu comme s'il lisait un script plastifié. Le véhicule de notre client n'était pas assuré pour les conducteurs non propriétaires, Monsieur Moreau, et il était conduit sans autorisation. La responsabilité reste inchangée. Je n'ai même pas raccroché. J'ai juste laissé le silence le faire pour moi. 5 minutes plus tard, un message vocal. Martine, ma belle-mère, parfaitement agréable, des mots serrés. Juste pour prendre des nouvelles, Nathan. Nous savons que vous avez été sous pression ces derniers temps. Gilles et moi nous demandions si la situation financière devenait instable. S'il ne serait pas dans l'intérêt de Jules de passer un peu de temps avec une famille stable, juste le temps que les choses te calment. Elle a dit « juste le temps », comme s'il s'agissait d'une soirée pyjama, pas d'une embuscade légale. 2 autres messages ont suivi le lendemain, tous polis, tous visant juste sous les côtes. Je n'ai pas répondu. J'ai commencé à tout noter, les horodatages des messages vocaux, les transcriptions mot à mot, les dates, chaque fois qu'il prononçait le nom de Jules en relation avec ce qui était le mieux. Et j'ai pris rendez-vous pour une consultation d'aide juridique, le plus tôt possible, dans 21 jours. Je l'ai entouré sur le calendrier comme une ligne d'arrivée, même si je savais que ce n'en était pas une. Ce même soir, après son service, Marcel a frappé à ma porte avec un pack de 6 bières dans une main et un sac de bretzel de station-service dans l'autre. Il n'a rien dit pendant les 2 premières minutes, il a juste ouvert une bière et a attendu. Quand j'ai finalement dit « Ils veulent pas la garde ?» il a hoché la tête une fois, comme s'il l'avait déjà deviné. 2 fronts, a-t-il dit, l'argent et la garde. Restez stable sur les 2. On empile les papiers. Restez ennuyeux. Ne clignez pas des yeux. Il avait été marié 33 ans avant que sa femme ne meure d'un cancer. Il a dit qu'il avait survécu en tenant des listes et en ne répondant pas aux provocations. Je l'ai cru. Cette semaine-là, j'ai décroché 2 petits contrats en freelance sur un forum de discussion cachée. Un gars avait besoin de nettoyer du HTML foireux sur un site cassé et un autre voulait une macro de feuilles de calcul pour trier des feuilles de prix. Gain total, 120 €. Ça m'a pris 4 heures, mais ça a changé quelque chose en moi. De bloquer à en mouvement. Cette nuit-là, j'ai dormi 2 heures d'affilée pour la première fois en une semaine. Mardi après-midi, Élodie m'a attrapé dans l'escalier entre les 6e et 7e étages. Elle n'a pas pris la peine de faire de petites conversations, elle a juste dit « Vous devriez savoir quelque chose. Delacroix a de l'argent dans cette entreprise, pas d'action votante. Mais il fait partie d'un comité consultatif stratégique, non fiduciaire, mais le conseil écoute quand il appelle. Mon estomac a chuté d'environ 1 cm, donc il pourrait influencer mon travail. » Elle a haussé les épaules, mais ses yeux étaient fixés sur les miens. Il a de l'influence, pas du pouvoir, différence importante. C'était la première mauvaise surprise dont je n'avais pas besoin, mais j'ai apprécié qu'elle me le dise. J'ai dit « Merci d'être honnête avec moi. J'aimerais que quelqu'un me le dise. » a-t-elle dit, puis elle a continué à marcher. Vers 16h30, je suis allé chercher mes affaires et j'ai constaté que le code de mon casier ne fonctionnait pas. J'ai essayé 2 fois. Le clavier a clignoté en rouge les 2 fois. Marcel l'a ouvert avec une clé passe-partout, mais la porte métallique s'est ouverte sur rien. Ma chemise de rechange, ma tasse, disparue. Camille est passée par là comme si elle avait répété son timing. Nous avons changé les codes pour la sécurité, a-t-elle dit, souriant comme si on venait de lui offrir une promotion. Vous en recevrez un nouveau bientôt. Je n'ai rien dit, j'ai juste noté. Heure, 16h37. J'ai pris une photo du casier vide et me l'ai envoyé par SMS avec un objet. Enregistrement. De retour à la maison, Jules était par terre en train de construire un tank Lego qui aurait pu traverser un mur. Il a dit « Papa, pourquoi les méchants sourient-ils toujours ?»
Je me suis assis à côté de lui et j'ai dit « Parce qu'il pense que personne ne regarde ». Mercredi, Martine a rappelé et a dit qu'elle faisait juste suite à notre conversation précédente. Je n'ai pas répondu. J'ai noté. Marcel était réapparu, avec du poulet frit cette fois. Pas de pack de 6, juste un sac de reçu du vieux meuble de sa femme. J'ai des modèles d'accords de visite et de restructuration de dette là-dedans, a-t-il dit en tapotant le sac. J'ai demandé « Tu penses vraiment qu'ils essaieraient de prendre Jules ?» Il m'a regardé comme si j'étais lent. Ils ne pensent pas qu'ils le volent. Ils pensent qu'ils le sauvent. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au bâtiment. J'ai poussé le chariot de nettoyage comme d'habitude, mais je m'arrêtais sans cesse pour vérifier les coins. Je n'étais pas paranoïaque, je cartographiais des schémas. La voix de Camille résonnant de l'aile des RH, la porte d'Élodie restant fermée plus longtemps que d'habitude. Les gens qui se taisaient quand je passais. À l'heure du déjeuner, je me suis assis dehors au lieu de la salle de repos. L'air avait un goût de poussière, mais au moins, il était à moi. J'ai ouvert le dossier d'aide juridique et j'ai relu les questions. Antécédents d'épisodes de santé mentale, menaces documentées, accusations criminelles ou enquêtes en cours. Je n'avais rien de tout cela. Juste des dettes, juste du chagrin, juste une cible dans le dos parce que j'avais vu une clause dans un contrat que personne d'autre n'avait remarqué. Le riche derrière le rideau avait des avocats sous contrat et la mort de ma femme répertoriée comme opération non autorisée. Et maintenant, il avait des doigts dans l'entreprise que je nettoyais tous les jours. Mais j'avais toujours mon badge, j'avais toujours Jules, j'avais toujours la voix de Marcel à l'oreille qui me disait que l'ennui gagne. Je ne savais pas comment, pas encore, mais je comptais bien que cela devienne vrai. Après que la voix d'Élodie se soit estompée dans le couloir, je suis resté là, comme si quelqu'un avait mis le film en pause. Un sac de courses sur le comptoir, des fleurs des champs à moitié dans l'eau, à moitié étalées sur la planche à découper. Mon fils qui riait dans l'autre pièce avec un homme que je pensais me haïr il y a 2 jours. Le dossier que Martine avait apporté était posé au milieu de la table comme une mèche allumée. Je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas touché, j'ai juste regardé. Le courriel des RH était arrivé à 6h18 ce matin-là. Objet propre, froid, congé administratif, en attente d'une enquête sur des problèmes de limite avec le personnel de direction. Je l'ai fixé si longtemps que mon écran s'est éteint. Je l'ai tapoté une fois pour le maintenir en vie, comme si cela changerait ce qu'il disait. J'ai accompagné Jules à l'école comme d'habitude. Je lui ai tenu la main, j'ai ajusté la sangle de sa boîte à lunch. Je ne lui ai rien dit. Il a 5 ans. Il a droit aux dessins animés, aux pommes et à 1 heure de coucher sans que les soucis d'adulte ne s'infiltrent par les fissures. De retour à la maison, j'ai essayé de nettoyer. J'ai passé la serpillière 2 fois sur le même carrelage. J'ai réarrangé des factures que je savais déjà ne pas pouvoir payer tout de suite. Le coup de fil habituel de Marcel n'est pas venu. Pas de thermos sur son bureau. Pas de bague, j'ai appelé 1 fois. Je n'ai pas laissé de message. À 10h03, un numéro masqué a sonné. Voix de femme, répétée. « Monsieur Moreau, nous préférerions que vous ne veniez pas sur le site avant vendredi. Ce n'est pas disciplinaire. Juste le temps que les notes préliminaires de l'audit soient examinées. » Pas disciplinaire, ai-je répété, à moitié à elle, à moitié à moi-même. Elle a ajouté « Nous ferons un suivi formel par courriel » et a raccroché avant que je puisse demander ce que formellement signifiait. À 14h08, on a frappé. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Élodie debout, tenant un sac de courses comme une armure et un bouquet de fleurs des champs qui semblaient cueillis sur le chemin. Pas parfaite comme en magasin, réelle comme au bord de la route. Derrière elle, Marcel soutenait Gilles, mon beau-père, sur la dernière marche, comme si ce n'était qu'un jeudi ordinaire. Élodie est entrée sans demander. « Faites-le entrer », a-t-elle dit, sa voix basse et sans aucune trace de performance. Pas de bloc-notes. Pas d'ordre du jour, juste une femme qui ne sciait pas. Gilles n'a pas parlé au début. Il a juste ouvert les bras et a dit « Où est-ce mon petit-fils » Jules a couru dans le couloir et s'est enroulé autour de la jambe de Gilles, comme si c'était Noël. Je ne savais pas si j'étais en colère ou soulagé. Alors je me suis contenté de respirer. Martine a suivi un instant plus tard.
l'expression affûtée, un dossier à la main. Son visage de tribunal, comme je l'appelais autrefois. Comme si tout ce qu'elle regardait avait un poids moral. Élodie a versé du café dans des tasses dépareillées. Elle ne s'est assise qu'après tout le monde. Camille a déposé une plainte, a-t-elle dit. Elle prétend que votre présence dans les espaces administratifs après les heures de travail la mettait mal à l'aise. Elle a mis en copie le conseil d'Armand Delacroix dans le message. Mes oreilles ont brûlé, mais je n'ai pas interrompu. Élodie a continué, calme mais incisive. J'ai demandé à un auditeur RH tiers d'examiner sa plainte. Ils viennent vendredi. Je veux que ce soit clair et documenté. Martine a croisé les mains sur le dossier. C'est grave. Élodie l'a regardé droit dans les yeux. Oui, c'est pourquoi j'appelle aussi les choses par leur nom. Un timing étrange, un inconfort instrumentalisé et une escalade opportune après que mon équipe l'ait invité dans ces espaces. C'est pourquoi j'ai fait venir quelqu'un. Elle s'est tournée vers moi. Elle s'appelle Carla Ruiz, avocate pro bono. C'est une chienne de garde. Et elle a déjà déposé un avis de représentation contre la lettre de demande d'Armand Delacroix. Elle prend votre dossier. Ce fut la première fois que mes genoux fléchissaient de la semaine. Élodie a ajouté « Et je n'ai pas invité Gilles et Martine ici pour vous attaquer. Je leur ai demandé de venir pour que nous puissions parler comme des adultes de Jules. Pas par messages vocaux, pas sous des menaces. Je ne savais pas s'il fallait m'asseoir ou rester debout. Alors j'ai fait les deux mal. À moitié perché sur un tabouret, les coudes sur les genoux, les yeux sautant entre eux tous, comme si j'étais jugé. Gilles s'est penché en avant, les mains jointes comme un prédicateur avant l'appel à l'autel. Nous avions peur que tu te noies, Nathan. Tu as été sous pression, et nous n'avons entendu que des bribes. Cela ne veut pas dire que nous voulons prendre notre petit-fils en guise de punition. Martine a ouvert le dossier et a glissé une page vers Élodie. C'est ce que nous avions. Il travaille la nuit, seul, fatigué. Des accidents arrivent. Des enfants sont oubliés. Élodie a hoché la tête et a sorti son propre dossier, que je ne savais même pas qu'elle avait avec elle. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Le calendrier scolaire de Jules, une liste de paiement de babysitting avec les reçus que j'avais gardés et une feuille de calcul que j'avais faite avec chaque quart de travail que j'avais effectué, codée par couleur. Chaque nuit tardive correspond à des vacances scolaires ou des heures supplémentaires de babysitter, a dit Élodie. Il ne délaisse pas les soins, il jongle. Martine n'a rien dit tout de suite. Elle a juste tapoté un reçu, comme si elle vérifiait une falsification. Son visage s'est adouci. Pas des excuses complètes, mais la tension a diminué de moitié. Gilles a dit « Tu aurais dû nous dire que tu faisais aussi du freelance. » « Je ne vous dois pas mon emploi du temps, ai-je dit, plus doucement que prévu, mais je vous le donnerai si cela aide Jules. » Ils ont hoché la tête. Pas oui, pas non, juste un hochement qui laissait la porte entr'ouverte. La partie qui m'a vraiment stupéfait est venue ensuite. Marcel, silencieux tout ce temps, s'est penché en arrière et a dit « J'ai servi avec le père d'Élodie en 85, dans la Légion, à Djibouti. C'était un dur à cuire, un homme bon. » Élodie a souri à cette mention, mais est restée en dehors. Marcel m'a regardé. Je lui ai dit d'embaucher quelqu'un qui reste discret et qui se présente. Quelqu'un qui ne parle que quand ça compte. Elle a demandé si je connaissais un gars. J'ai dit « Oui, je connais un gars. » Martine a cligné des yeux, comme si elle recalibrait l'image entière qu'elle avait de moi. Gilles s'est levé et est allé chercher Jules, qui était assis en tailleur derrière le canapé, regardant Pas de patrouille, comme si rien au monde n'était en feu. Quand ils sont revenus, Gilles a dit « Si cette femme se bat pour vous devant ses propres patrons, et si cet homme, il a désigné Marcel, dit que vous valez la peine de parier sur vous, alors nous pouvons reporter la discussion sur la garde, pour l'instant. » Ce feu pour l'instant est tombé comme une pierre, mais je prendrai un peut-être plutôt qu'un non, n'importe quel jour. Quand ils sont partis, Élodie est restée et a aidé à nettoyer les tasses à café sans qu'on le lui demande. Elle n'a pas dit grand-chose, mais avant de franchir la porte, elle a fait une pause. « Si vous voulez garder la veste, a-t-elle dit, vous allez devoir trouver un endroit pour la porter à nouveau. » J'ai hoché la tête, la gorge serrée. J'y travaille.
Elle a souri. Bien, nous n'avons pas encore fini. Quand la porte s'est refermée, Jules est venu et m'a tendu le dinosaure que Lucas m'avait donné. Il a dit « Tu peux le garder cette nuit si tu veux ». Je le lui avais donné la semaine après les urgences. Je me suis assis par terre et je l'ai tenu dans ma paume comme un trophée emprunté. Quoi qu'il arrive ensuite, je n'allais pas y faire face seul. Je ne me suis pas endormi cette nuit-là. Je suis resté assis sur le bord du canapé avec le dinosaure de Jules toujours sur la table basse. Et la dernière chose qu'Élodie avait dite résonnait dans ma tête. Vous allez devoir trouver un endroit pour la porter à nouveau. Le lendemain matin, j'ai enfilé un jean qui ne sentait pas l'eau de Javel et j'ai pris le bus de 9h40 pour un centre commercial, juste à côté de l'avenue de la République. Coincé entre un bureau de change et un dentiste aux vitres dépolies, une petite porte vitrée portait l'inscription RUIZ et RICHT. Air Service Juridique Pro Bono. À l'intérieur, tout sentait l'encre et le café brûlé. Carla Ruiz s'est levée quand je suis entré, la quarantaine passée, un blazer rouge vif, une queue de cheval serrée, comme si elle n'avait pas de temps pour les frisottis ou les excuses. Elle n'a pas serré la main, a juste fait signe de m'asseoir et a ouvert un bloc-notes comme si nous étions déjà en retard. « Commencez par le début », a-t-elle dit. « Pas le milieu, pas ce que vous pensez que je veux. Donnez-moi tout. » Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de Clara, la nuit où elle avait emprunté cette Norton, du chauffard ivre qu'il avait percuté au feu, de la lettre avec 6 chiffres et 0 sympathie. Je lui ai parlé du soi-disant comité consultatif d'Armand Delacroix, des courriels des RH, de la morsure de sanglier, de la veste, même des nouilles. Elle n'a pas cligné des yeux une seule fois. Elle a juste continué à écrire comme une sténographe judiciaire. Quand j'ai enfin arrêté, elle a posé une seule question. Delacroix était-il dans la voiture la nuit de l'accident ? Je ne sais pas, ai-je dit. Pas de preuve, juste une intuition. Elle a hoché la tête. Alors nous commençons par les registres, les caméras de circulation, les journaux du 17, les rapports de la Fourrière. Si la Norton était conduite sans permission, ils devront le prouver. Et si nous pouvons prouver qu'il était là, cela annule leur levier. Elle a déposé une demande d'accès au dossier public de l'État cet après-midi-là. M'a dit que cela pourrait prendre 1 semaine, peut-être plus. D'ici là, a-t-elle dit, vous gardez la tête baissée, la bouche fermée, et votre dossier s'étoffe. Compris ? Fort et clair, ai-je dit. Au bureau, Élodie a maintenu le calme. Les RH se mordaient encore la queue, mais elle m'a impliqué discrètement dans un projet parallèle. Un formulaire web interne utilisé par l'équipe des opérations, horriblement lourd et qui plantait sur mobile. « Pouvez-vous y jeter un œil » a-t-elle demandé un matin. « Voir si c'est récupérable. » J'ai réécrit un petit bout du script Python, les testé de 3 manières, et cela a réduit d'une 12aine de clics chaque soumission. 4 personnes lui ont envoyé des remerciements. Elle m'a payé sur une ligne budgétaire, intitulée « Heures flexibles d'équipe », enregistrée comme un faucon. 0 exposition. Puis le jeudi est arrivé, et Camille Arhat est revenue. Avez-vous déjà entendu quelqu'un essayer de simuler une voix malade et en faire trop ? Elle ressemblait à une radio cassée essayant de trouver une station. Je réapprovisionnais le chariot de nettoyage, quand j'ai remarqué qu'il n'était pas là où je l'avais laissé. Quelqu'un l'avait déplacé dans un placard secondaire au 3e étage près du quai de chargement, loin de mon itinéraire habituel. Collé à l'avant, un post-it jaune. Écriture soignée. Temporaire. Pas de nom. Pas d'explication. J'ai pris une photo. Je l'ai horodatée. Je l'ai classée dans le même dossier que la photo du casier. Ma vengeance n'était pas de crier. C'était des preuves. Je laissais les autres crier et raconter des histoires. Je construisais des chronologies. Vendredi, l'auditrice RH est arrivée. Denise, la 50aine. Tailleur-jupe bleu marine, pas de fioritures. Nous nous sommes assis dans une salle de réunion froide pendant qu'elle cliquait son stylo comme un métronome. « Je vais poser des questions directes », a-t-elle dit, « et je veux des réponses directes. »« Bien, » ai-je dit. « C'est comme ça que je vis. » Elle a tourné à la première page. « Pourquoi étiez-vous dans les espaces administratifs en dehors des heures de travail ?» J'ai ouvert mon carnet, l'ai fait glisser vers l'avant. Reliure spirale, date, heure, liste de tâches,
Dessus, une invitation de calendrier imprimée qu'Élodie m'avait envoyée lorsque la grippe avait frappé le service administratif. Elle l'a prise sur la table comme si elle savait déjà ce que c'était. « Je vois », a-t-elle dit, puis a ajouté « Vous avez tout documenté ?» À partir du moment où les choses lui ont cessé d'avoir un sens, ai-je dit. Elle m'a regardé un instant de plus que ne l'aurait voulu le hasard, puis a hoché la tête et a continué. Après la réunion, j'ai trouvé Élodie dans l'escalier, assise avec un dossier sur ses genoux et 2 téléphones à côté d'elle. Un personnel, un professionnel. Elle avait l'air épuisée, mais a quand même réussi un demi-sourire. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé, comme si je lisais des chiffres. Ai-je dit ce que je faisais. Elle s'est levée, s'est étirée le dos et a dit « Vous êtes libre mardi matin ?» Autant que je sache. Appel d'un fournisseur de cybersécurité. Je veux que vous y soyez. Discrètement, même configuration. « Pourquoi moi ?» ai-je demandé. « Vous voyez des choses ?» a-t-elle dit. « Vous ne faites pas que regarder. Vous repérez les failles. » Elle l'a dit comme quelqu'un qui vous tend une clé qui tient mieux dans votre main qu'elle ne le devrait. Cette nuit-là, Jules Place rampait sur mes genoux, portant une seule chaussette et une cape de super-héros qu'il avait faite avec une vieille taie d'oreiller. Il s'est endormi en pleine phrase, me racontant un rêve où il combattait un monstre marin avec des nouilles. Je ne l'ai pas bougé. Je n'ai pas vérifié mes emails. J'ai juste regardé la lumière s'estomper à travers les stores et j'ai ouvert un tutoriel sur les points d'API sur mon téléphone. Je n'en ai pas absorbé la moitié, mais j'ai quand même laissé l'écran allumé. Parfois, le silence est le travail. 8 jours plus tard, je me dirigeais vers l'arrêt de bus quand mon téléphone a vibré. Carla. « Je l'ai !» a-t-elle dit avant même que je ne dise bonjour. Caméra de circulation. Boulevard des Pentes et rue du Verger. Horodaté 7 minutes avant l'accident. Elle a fait une pause, puis a livré la phrase comme un poignard. Delacroix était sur le siège passager. J'ai cessé de marcher. Je suis resté là, les gens me dépassant comme si j'étais un meuble. Elle a ça continué. Cette moto quittait un événement privé. Nous avons les images. Si son histoire est usage non autorisé, il va lui en falloir une nouvelle. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri. Et puis, j'ai continué à marcher. Le palais de justice sentait la cire de sol et l'air vicié. Comme si personne n'ouvrait jamais une putain de fenêtre. La sécurité a pris une éternité. Le garde m'a fait signe de passer avec à peine un coup d'œil à ma carte d'identité, mais j'avais toujours l'impression de ne pas être à ma place. Comme si quelqu'un allait me tapoter l'épaule et dire « Désolé, les concierges ne témoignent pas ». La veste me serrait aux épaules, encore raide du pressing, mais elle a fait son travail. Elle m'a donné l'impression de ne plus me vider de mon sang. Pas pour me vanter, juste pour me tenir droit. Il pleuvait fort quand je suis entré. Une pluie battante mouillant les ourlets, tout le monde traçant des flaques d'eau à travers l'entrée principale. Je me suis assis près du fond de la petite salle d'audience familiale, les doigts noués autour d'un dossier en carton qui contenait le calendrier scolaire de Jules, les factures de babysitting de Madame Duval et une copie de mon bail. Rien d'héroïque, juste des preuves. Martine est entrée, vêtue de bleu marine et de perles, comme si elle témoignait devant le Parlement. Gilles a suivi, sa cravate légèrement de travers, le visage raide, comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. Carla s'est penchée vers moi et a dit « Relâchez vos mains ». Les juges remarquent les poings serrés. Je n'avais pas réalisé que je tenais le dossier comme s'il me devait de l'argent. La juge était une femme d'une 60aine d'années, les yeux perçants, le ton impassible. Elle ne souriait pas beaucoup, n'en avait pas besoin. Carla a géré l'ouverture, sa voix calme, presque ennuyée. Elle a tout parcouru avec un rythme clinique. Monsieur Moreau a un logement stable, aucune accusation en cours, un soutien complet pour la garde d'enfants et des efforts documentés en vue d'un avancement professionnel. Elle a présenté les fiches de paie, les dossiers scolaires, les reçus de babysitting, tout. L'avocat de Martine a levé la main. « Votre honneur, nous reconnaissons l'effort de Monsieur Moreau, mais il y a des préoccupations concernant son récent congé administratif et si cela introduit un risque pour l'enfant. » Avant que Carla ne puisse parler, Élodie s'est levée du fond de la salle comme si elle n'était pas restée silencieuse pendant 20 minutes.
J'ai demandé à M. Moreau d'assister notre équipe des opérations pendant une crise de personnel. A-t-elle dit, clairement et fort. Il l'a fait avec professionnalisme et compétence. Il a été mis en congé administratif suite à une plainte interne qui a été entièrement examinée. L'avocat de Martine a essayé de l'interrompre, mais la juge a levé la main. Élodie a poursuivi. L'auditrice n'a trouvé aucune faute, aucun problème de limite et aucune raison de s'inquiéter de sa présence dans un quelconque espace administratif. Carla s'est avancée, a remis le rapport préliminaire des RH de Denise. La juge l'a parcouru en silence. Marcel a pris la parole ensuite. Il s'est levé lentement, les mains dans les poches, comme s'il parlait à un vieil ami, pas à un juge. « Votre honneur », a-t-il dit. « Je travaille aux côtés de Victor depuis plus d'1 an maintenant. Il est ennuyeux de toutes les bonnes manières. Il se présente, fait son travail, reste discret. C'est rare de nos jours. » Cette phrase a fait sourire la juge. Un petit sourire rapide, mais réel. Martine m'a regardé de l'autre côté de l'allée. Son visage n'était plus acéré, juste fatigué. Elle alla murmurer « Désolé ». J'ai hoché la tête sans rien dire. C'est la grand-mère de Jules. Je comprends. Nous sommes sortis sans surprise, sans explosion. Juste la décision dont nous avions besoin. Jules reste avec moi. Les grands-parents ont des visites structurées, un examen dans 90 jours. J'ai appelé cela une victoire, non pas parce que j'avais battu quelqu'un, mais parce que nous avions arrêté l'hémorragie avant qu'elle n'atteigne une artère. Cet après-midi-là, Carla a appelé pendant que je marchais pour aller chercher Jules à l'école. Sa voix était plus tendue que d'habitude. L'équipe juridique d'Armand Delacroix vient de refuser de produire les courriels internes que nous avions demandés. A-t-elle dit, j'ai arrêté mon pas. Peuvent-ils faire ça? Ils peuvent retarder, temporiser, bluffer, mais ça ne donne pas une bonne image. Nous allons déposer des citations à comparaître demain. Pour le lieu, le service de voiturier, la fourrière. Les gens parlent quand ils ne sont pas payés pour se taire. Je n'ai pas demandé ce qui venait ensuite. Elle avait déjà raccroché. Cette nuit-là, je rinçais la vaisselle quand mon téléphone a vibré. Expéditeur inconnu. Une ligne. Arrête de creuser ou le contrat de nettoyage disparaît. Pas de nom, pas d'horodatage, pas de numéro de rappel. Juste le genre de message qui sait que vous n'avez pas besoin de deviner qui l'a envoyé. J'ai pris une inspiration, me suis dirigé vers l'imprimante et j'ai imprimé avant que quoi que ce soit ne disparaisse. Puis, je l'ai transféré à Carla et Élodie avec l'objet. Menace, 21h42. Garde copie. Puis j'ai coupé le Wi-Fi et me suis assis sur le bord du lit pendant que Jules se brossait les dents, fredonnant le thème du dessin animé qui lui trottait dans la tête cette semaine. Carla a rappelé 20 minutes plus tard. Faites un rapport de police. Restez simple, mais faites-le. Ensuite, envoyez-moi les en-têtes complets des emails. Nous voulons les adresses IP. Les métadonnées ne mentent pas. J'ai fait exactement cela. Je suis allé au commissariat de la rue Neuve et j'ai rempli un rapport de harcèlement de base. J'ai apporté une clé USB avec le fichier de l'email. J'ai imprimé 2 copies de la soumission. Le gars derrière le comptoir a à peine levé les yeux. Mais ce n'était pas le but. Le papier ne disparaît pas quand quelqu'un appuie sur un interrupteur. De retour à la maison, Jules dormait déjà. Une chaussette à moitié retirée. Les bras étendus comme un ange de neige. Je me suis assis par terre à côté de son lit, le dos contre le mur, les pieds à plat sur le tapis. Et je me suis dit, à voix haute, comme un soldat lisant des ordres, « Nous tenons la ligne. Nous ne cherchons pas les bagarres de rue. Nous attendons. » Le tapis de cette salle de conférence était trop doux, comme s'ils essayaient d'étouffer toutes les erreurs qui y avaient jamais été commises. Je suis resté près de la paroi vitrée. L'ordinateur portable ouvert mais inactif. Les mains détendues et prêtes au cas où quelqu'un aurait besoin que je dépanne un câble ou que j'aille chercher une impression. Juste un corps de plus en arrière-plan. C'est ce que je voulais qu'il pense. La réunion était censée être un simple appel de fournisseur de cybersécurité. 20 minutes, vite fait, bien fait, mais 2 membres du conseil d'administration se trouvaient dans le bâtiment. Ce qui signifiait que l'affaire s'était transformée en une véritable revue trimestrielle. Camille est entrée comme si c'était la soirée d'ouverture. Et elle avait le rôle principal. Les cheveux bouclés juste comme il faut, un sourire chargé.
Elle a poussé un chariot rempli de classeurs et a posé un dossier relié en spirale, comme si c'était un document sacré. Efficacité opérationnelle. La première page contenait des captures d'écran du script de formulaire que j'avais écrit pour Elodie. Mon code, ma mise à rempage, même mes données de test. Elle a commencé à parler comme si c'était son idée. En réponse aux perturbations du personnel, j'ai rationalisé plusieurs formulaires internes. Et ainsi de suite. Je n'ai pas interrompu. J'ai juste levé mon téléphone, pris une photo nette de la page de garde et l'ai horodatée. Elodie l'a laissé faire, a posé une ou deux questions polies qui donnaient l'impression qu'elle s'engageait, puis s'est penchée en arrière. A laissé à Camille l'espace pour faire son tour d'honneur. 1 minute plus tard, la porte s'est ouverte et Armand Delacroix est entré, comme s'il n'avait pas juste essayé de me faire virer par une menace anonyme. Il portait une veste de sport qui coûtait probablement plus cher que la moto que je conduisais avant l'accident. Il s'est dirigé vers le bout de la table, comme si elle avait été construite pour lui. « J'ai pensé que j'allais m'asseoir », a-t-il dit, et personne ne lui a dit non. La réunion a continué. La première diapositive après les introductions était une analyse de risque. L'un des membres du conseil a posé des questions sur les pistes d'audit, et Elodie a géré ça sans ciller. Elle connaissait son sujet. C'est ce qui a rendu ce qui a suivi encore plus difficile à encaisser. Delacroix s'est penché en avant comme s'il posait une question en passant. On m'a dit qu'un prestataire de nettoyage empiétait sur ses fonctions, accédant aux zones administratives, aux systèmes et aux documents confidentiels en dehors des heures de travail. Je n'ai pas réagi. Ma poitrine brûlait, mais je n'ai pas scié. Elodie a répondu avant que quiconque ne puisse respirer. Nous avons invité M. Moreau à nous assister lors d'une pénurie de personnel documenté. Ses contributions ont été suivies, supervisées et enregistrées. Nous n'attribuons pas non plus son travail au CV de quelqu'un d'autre. Elle a tapoté le classeur devant elle, propre, noir, sans fioriture. Et nous n'apprécions pas les menaces envers les employés en cours d'examen administratif. Camille a essayé d'intervenir. Je n'ai jamais. Elodie a levé une main sans même la regarder, a ouvert un dossier que je ne savais pas qu'elle avait et a lu à haute voix « Si nous le mettons hors de l'administration, le problème se résout de lui-même. » Envoyé à 6h02, le vendredi après que l'équipe juridique d'Armand Delacroix ait reçu la plainte des RH. La pièce est devenue silencieuse de cette manière qui ne se produit que lorsque tout le monde sait exactement ce qui vient de tomber. Denise, l'auditrice RH, a éclairci sa gorge et a dit « Nous avons conclu notre examen. » Elle a tourné à la dernière page de son dossier. Il n'y a eu aucune faute de la part de M. Moreau, cependant. Nous avons trouvé des preuves de coordination de représailles de la part de Mme Laurent. Nous avons recommandé des mesures correctives. Le visage de Camille n'est pas tombé. Il s'est juste figé, comme si elle avait été débranchée. Elle s'est assise rapidement, les mains agrippées à son classeur, comme si elle pensait pouvoir encore rembobiner la réunion. Elodie n'a pas jubilé, n'a pas fait de pause. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers moi et a dit « Victor, vous avez repéré quelque chose dans le contrat du fournisseur la semaine dernière. Pouvez-vous en parler au conseil ?» C'était la clause que j'avais signalée. Un transfert de droits enfoui avec des conditions de fin vague. Je l'ai gardé à 3 phrases, courtes, incisives. Un membre du conseil a regardé par-dessus ses lunettes et a demandé « Où avez-vous appris à lire des contrats comme ça ?» J'ai dit « Après que mon fils se soit couché. » Il a ricané une fois. Cela ressemblait à quelqu'un qui se souvenait ce que c'était de payer une facture en retard. Elodie avait prévu davantage. Carla est entrée ensuite, en retard par dessein. Un bloc-notes dans une main, une enveloppe Kraft dans l'autre. Elle avait signé l'accord de confidentialité à la réception, tout à fait dans les règles. Sans même s'asseoir, elle a sorti une photo imprimée et l'a posée sur la table. Un arrêt sur image de caméra de surveillance. Une Norton Commando de 1970. Armand Delacroix sur le siège passager. Horodaté 7 minutes avant l'accident qui a coûté la vie à ma femme. Elle n'a pas élevé la voix, n'a pas regardé Delacroix. Votre équipe juridique a affirmé que le conducteur n'avait aucune permission. Souhaitez-vous expliquer votre présence lors de cette utilisation non autorisée ? Le visage de Delacroix a rougi, puis s'est refroidi. Ce n'est pas le lieu pour cette conversation.
Carla a souri. Non, ce n'est pas le cas. Ce serait le tribunal. Mais puisque vous vous êtes représenté aujourd'hui pour soulever publiquement des questions sur l'emploi de mon client, considérez ceci comme un aperçu de courtoisie. Personne n'a parlé, pas même les membres du conseil. Personne ne voulait être le premier à bouger. Élodie s'est levée, a fermé son classeur et a dit « Nous en avons fini ici ». Camille s'est dépêchée de ramasser ses affaires. Ses mains tremblaient si fort que les classeurs se sont entrechoqués comme des dominos. Armand Delacroix est sorti sans un regard dans ma direction. Et j'ai considéré cela comme la chose la plus proche du respect qu'il me donnerait. Après que tout le monde soit parti, Élodie est restée. Elle m'a tendu une copie d'un formulaire de remboursement que Camille avait soumis pour un séjour à l'hôtel le même week-end où elle prétendait être malade. Élodie ne semblait pas en colère, juste fatiguée. « L'audit s'en chargera », a-t-elle dit. « Vous n'avez pas besoin de frapper pour gagner. » J'ai hoché la tête, j'ai glissé le formulaire dans mon dossier et je n'ai rien dit. Dans le couloir, Marcel était appuyé contre le mur, comme s'il était là depuis le lever du soleil. « Je te l'avais dit », a-t-il dit en me pressant une pastille de menthe dans la paume. L'ennui gagne. J'ai ri plus fort que je n'aurais dû. Peut-être était-ce l'adrénaline, peut-être le soulagement. Je m'en fichais. Le goût de la menthe brûlait propre. Carla m'a appelé juste avant le déjeuner. Elle a dit « Nous avons un accord qu'ils vont avaler. Aucune admission de faute, aucune réclamation future au-delà de l'accident et une renonciation mutuelle qui les fera taire pour de bon. » Ils ont hésité sur les questions d'emploi. Mais j'ai tenu bon. 3 brouillons et beaucoup de stylos rouges plus tard. C'était fait. Je l'ai signé avec les aimants de dessin de Jules, maintenant les pages à plat sur le réfrigérateur. L'encre a rencontré le papier, en silence. Pas de gros titres. Pas de procès, juste une porte qui se refermait enfin derrière moi. Les avocats d'Armand Delacroix ont cessé d'appeler après ça. Plus de lettres, plus de tampons rouges, juste le silence. Celui que l'on gagne, pas celui que l'on mendie. Une semaine plus tard, Élodie m'a demandé si je voulais quelque chose de permanent. Pas ostentatoire, juste réel. Mi-maintenance, mi-coordinateur des opérations junior pendant votre formation, a-t-elle dit. Nous allons officialiser. J'ai regardé le nouveau badge avant même de le mettre. Plus d'autocollant, prestataire. Juste mon nom, du vrai laminé, un vrai titre. L'augmentation n'était pas énorme, mais j'ai eu l'impression que quelqu'un avait remis le monde à l'endroit pendant une minute. Je pouvais garder Jules P à la garderie sans négocier d'extension. Je pouvais payer Madame Duval à temps. Je pouvais acheter un vélo d'occasion sans me demander si l'épicerie devait attendre. Camille a été transférée dans un autre département. Les RH ont utilisé l'expression « réalignement d'adéquation d'équipe », ce qui est la manière la plus gentille que j'ai jamais entendue de dire « vous avez brûlé le mauvais pont ». Nous nous sommes croisés une fois dans le hall. Elle ne m'a pas regardé, je ne l'ai pas regardée. Certains feux s'éteignent plus vite si on ne souffle pas sur les cendres. Élodie m'a pris à part le jour après que mon badge ait changé. « Vous pouvez toujours passer la serpillière si vous voulez », a-t-elle dit, mais vous n'êtes plus obligé. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. Nous avons déménagé du petit appartement quelques semaines plus tard. Trop de bruit, trop de fissures au plafond. J'ai trouvé un petit chalet à 15 km de l'école de Jules. Un petit jardin, une machine à laver dans l'unité, pas d'interphone cassé. Élodie m'a proposé le chalet derrière sa propriété, près des bois, avec du lierre grimpant autour des balustrades du porche comme quelque chose sorti d'un livre d'images. Elle a dit qu'il était vide. Si c'est un cadeau, je ne peux pas le prendre, lui ai-je dit. Alors payez-moi ce que vous pouvez, a-t-elle dit, le premier du mois, comme un homme devrait. Je l'ai fait, chaque mois, des enveloppes scellées, remises sans commentaire. Ça me faisait me sentir mieux comme ça. Marcel a pris sa retraite cet été-là. Il a acheté un bateau de pêche en aluminium cabossé avec son frère. Il m'a envoyé des photos de silures qui se ressemblaient tous exactement. Gris, long, des yeux stupides. Chaque samedi, il venait avec des donuts de station-service et une nouvelle histoire. Cette île au large de la Corse, a-t-il dit à Jules un matin, elle n'apparaît même pas sur les cartes. Les habitants n'en parlent pas. Les yeux de Jules se sont écarquillés. Vraiment ? Marcel a ri. Non, ne raconte pas ça à tes profs, gamin. J'ai gardé la veste.
je l'ai porté à la soirée parents-professeurs de l'école de Jules et pour signer mon premier contrat interne. Un outil simple qu'Élodie m'a laissé construire sous supervision. Formatage de rapports scriptés, drapeau d'erreur automatisé. Pas révolutionnaire, pas glamour, mais ça marchait, ça tenait. Solide, comme un bon montant derrière une cloison sèche. Certains jours, je commençais encore tôt. Je parcourais les couloirs avant que le bâtiment ne se remplisse. D'autres jours, je restais tard, plongé dans le Python pendant que Jules dessinait des super-héros dans la pièce voisine. La serpillière est restée dans le placard. Mais je savais toujours où elle était. Je n'ai pas pressé les choses avec Élodie. Je n'en avais pas besoin. Nous mangions des pizzas avec les garçons de temps en temps. Chez elle, chez moi. Peu importait. Parfois, Lucas s'endormait sur notre canapé, chaussures aux pieds, feutre sur le visage. Parfois, Jules le poursuivait pieds nus dans sa cuisine, criant à propos de qui avait cassé le robot. Quand nous ne nous voyions pas, nous nous saluions dans les couloirs, comme deux adultes faisant le même travail dans la même tempête. Nous n'essayions pas de construire quelque chose de parfait. Nous construisions juste quelque chose qui tenait bon. Je raconte cela maintenant depuis une chaise qui grince chaque fois que je me penche à gauche, à une table en stratifié, couverte de marques et de factures qui ne me paniqueront plus. Jules est sur le canapé derrière moi, une chaussette aux pieds, la tête plongée dans l'algèbre. Il dit que c'est facile, mais il grogne quand même assez fort pour que tout le voisinage l'entende quand il se trompe. Il est plus grand que moi maintenant, sa voix plus grave, ses épaules larges. Il garde toujours ce dinosaure en plastique que je lui ai transmis, rangé dans le tiroir supérieur de son bureau, comme un secret qu'il ne veut pas dépasser. Je suis plus vieux que l'homme que j'ai décrit tout ce temps, ce qui est la seule façon dont je peux parler de lui sans scier. À l'époque, tout semblait tomber à travers une cloison sèche, vite, de manière déchirante et bruyante. Mais maintenant, cela ressemble juste à quelque chose que j'ai traversé. Pas mieux, pas guéri, juste traversé. Les gens aiment les histoires soignées. Ils veulent un arc narratif propre. Homme triste, acte courageux, grande chance. Ça ne marche pas comme ça. La vraie vie a des bosses, des coins où l'on se cogne la hanche tous les jours. Je n'ai pas sauté devant ce sanglier pour bien paraître au travail. Je l'ai fait parce qu'un enfant a crié. Et mon corps a bougé avant que mon cerveau n'ait eu le temps de me rappeler ce que les avocats d'Armand Delacroix disaient. Cette veste qu'Élodie m'a donnée, elle ne m'a pas transformé, ce n'était pas magique. Elle m'a juste permis d'entrer dans une pièce sans sentir l'eau de Javel. Et vous seriez étonné de voir à quel point les gens vous traitent différemment lorsque vous ne sentez pas l'ammoniaque. Ce petit script que j'ai écrit, ça n'a pas fait de moi un génie. Ça a juste signifié que les heures que je volais au sommeil avaient un endroit où atterrir. Être suspendu ? Oui, ça m'a secoué pendant 1 minute. Mais je n'ai pas craqué parce que nous n'avons pas paniqué. Nous avons gardé des traces. Nous avons gardé le silence. Nous avons attendu pendant que les gens qui mentent par sport montraient leur faiblesse. Ma vengeance n'est pas bruyante. Elle est horodatée. Elle est dans les dossiers. Elle est dans le regard de quelqu'un lorsque ses propres mots reviennent imprimés et agrafés. Élodie n'a jamais essayé de me réparer. Elle n'a jamais rien demandé d'autre que la vérité. Et je la lui ai donnée, pièce par pièce. Si vous cherchez l'histoire d'amour, c'est celle-ci. Nous avons construit quelque chose à partir de disputes et d'horaires de ramassage. Pas de feu d'artifice, juste des présences, juste 2 personnes qui se montraient, même quand c'était ennuyeux. Marcel est toujours Marcel. Il passe parfois avec une pastille de menthe pour Jules. Et une histoire sur la capture de bar près d'une île qu'il jure être absente de toutes les cartes. Puis, il me regarde et dit « Ne raconte pas ça à tes profs, gamin. » Je pense qu'il regrette l'ancienne routine plus qu'il ne l'admet. Mais je lui dois plus qu'il ne me laissera jamais dire. Sa voix m'a empêché de faire quelque chose de stupide quand les choses sont devenues brûlantes. Il m'a dit de rester ennuyeux, et ça m'a sauvé. Camille, je ne la déteste pas. Je ne pense pas à elle. De temps en temps, son nom flotte, associé à un nouveau titre et à un autre patron. J'espère qu'elle a trouvé un endroit où elle n'a pas besoin de faire trébucher les gens juste pour se sentir grande. Et Armand Delacroix, il est resté riche. Si cela vous brûle, rejoignez le club. Il a signé l'accord. Il est resté assis dans cette salle de conseil
pendant que Carla déposait la photo sur la table et n'a pas dit un mot. Ce n'était pas la justice publique, mais c'était suffisant. Jules se souvient des pastilles de menthe et des projets scolaires. Pas des procès, pas des points de suture, pas du sang dans ma chaussette, ni de la façon dont je boitais aux urgences. Et ça me va. Les enfants devraient se souvenir des petites gentillesses et des dessins animés tard le soir, pas des tribunaux et des contrats. S'il y a une leçon ici, c'est celle-ci. Les hommes craquent et continuent quand même. Vous pouvez avoir l'impression que le monde essaie de vous rapetisser et pourtant vous tenir debout dans la pièce. Vous n'avez pas besoin de gagner gros. Vous n'avez pas besoin de gagner bruyamment. Vous avez juste besoin d'une colonne vertébrale, d'un dossier et d'une personne qui prononce votre nom comme s'il avait sa place.